Bonsoir à tous, ici Marjorie, je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, j'avais des mini problèmes techniques. Est-ce que tout le monde m'entend bien pour cette soirée spéciale interview? Alors, je vais prendre ma petite fenêtre de questions. Ok, on m'entend, super, merci. Alors, donc, ce soir, je vais interviewer Charlie Bregman. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il est spécialisé dans l'auto-édition. On va voir ça très rapidement. Voilà, donc Charlie, je vais ouvrir ton micro. J'espère que tu n'as pas trop le trac. Moi, je suis un peu tendue ce soir parce que ça fait un petit moment que j'ai pas animé. Du coup, j'ai perdu l'habitude. Mais bon, ça va vite revenir. Donc, Charlie, je vais ouvrir ton petit micro. Que je te trouve. Que je te trouve. Tac, tac, tac. Voilà, Charlie, tu vas pouvoir parler. Allô? Oui, allô Marjorie? Salut Est-ce que ça Charlie. marche? Oui, super. Salut. Tout le monde t'entend? Euh, On va voir ce qu'ils disent. Alors, ça a l'air d'être bon, oui. Ok. Donc, d'accord, bon bah ça va. donc Charlie, avant de te présenter, j'ai une mini anecdote à raconter. C'est qu'en fait, on a découvert qu'on habitait à 15 kilomètres l'un de l'autre. Donc, c'était assez rigolo, je dois dire. Du coup, bah, on s'est C'est rencontrés. surprenant, ouais, 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 c'est ouais, clair. ouais. C'était marrant, quoi. Tu savais qu'on était à peu près dans la même région, mais pas si près, quoi. Voilà. Je cherchais des auteurs en Haute-Savoie et je pensais qu'il n'y en avait pas ou alors qu'ils étaient bien planqués. Finalement, bah voilà, il y en a. Donc c'est bien, hein. Ouais, ça fait plaisir. Donc, Charlie, on va commencer. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en gros, s'il te plaît? Oui, alors bah, par rapport à l'auto-édition, donc moi j'ai publié mon premier roman en 2011 au format papier. C'était au mois de mai. Et le Amazon KDP n'était pas encore en place en France. Je crois qu'il est arrivé au mois de novembre. Donc j'ai commencé par le format papier et ensuite je suis arrivé au format numérique en 2012, en juillet 2012. Et depuis, donc j'ai publié plusieurs livres. Donc j'ai un roman, j'ai des livres de développement personnel, j'ai des livres qui concernent l'écriture et l'auto-édition et quelques nouvelles. Voilà. Ok, ben ça fait beaucoup de choses en tout cas. Donc, je me suis beaucoup penchée sur ton guide là qui se trouve là pour. On va parler pas mal chiffres ce soir, mais des chiffres passionnants parce qu'ils concernent tous l'auto-édition. Donc, tu as fait cette étude en interrogeant donc 130 auteurs qui ont presque tous répondu. Donc, c'est une super idée. Est-ce que tu peux nous Sur les dire. 130, oui, en fait, ils Oui. ont tous répondu. J'ai eu Ah, 132, en fait, j'ai eu 132 réponses. Par contre, il y en a deux que j'ai écartés finalement parce qu'ils n'avaient aucune expérience. Ils n'avaient aucun livre publié, ils n'avaient rien fait. Donc, je d'accord, les ai enlevés. Mais d'accord. effectivement, il y a bien 130 auteurs qui ont répondu à toutes les questions. Ok, j'avais pas bien compris. Ben, merci de la précision. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, enfin, ou pourquoi, comment t'es venue l'idée de cette étude finalement? Alors, j'en suis venu à cette idée parce que j'avais l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est qu'en auto-édition, on manque sérieusement de crédibilité. Et j'étais en contact avec beaucoup d'auteurs sur différents groupes, sur Facebook par exemple, et j'avais l'impression que leur travail était plus que sérieux. J'ai eu quand même l'occasion d'en lire plusieurs, ils écrivent très très bien, il n'y a pas de faute dans ce qu'ils publient, euh, ils ont des belles couvertures, bref, donc c'est assez sérieux, et finalement les auto-édités, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. Donc mon idée c'était de faire une enquête auprès de ces auteurs pour voir un petit peu comment ils fonctionnaient, comment ils travaillaient, quels étaient aussi leurs objectifs, le revenu aussi par rapport à ce qu'ils publiaient, et puis dans l'espoir de pouvoir contacter quand même quelques médias. J'en ai eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Voilà, voilà. D'accord. Eh ben, écoute, moi c'est une super idée. J'ai donc lu cette étude. C'est vraiment très bien fouillé, très bien étudié. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, tu parles de notamment en fait que la. Attends, j'ai un graphique là-dessus. Voilà. Donc, tu as demandé combien de jours il consacrait en moyenne
donc par mois à leur écriture, mais exclusivement. Donc ça, c'est important de le préciser. Et donc en fait, avec les chiffres, on voit que plus de la moitié consacre plus de 10 jours par mois à l'auto-édition, donc c'est pas négligeable. Et que 20% quand même en ont fait une activité à temps complet. Donc voilà, je sais pas, est-ce que tu as des petites précisions là-dessus? Bah, effectivement, c'est un petit peu surprenant. Je m'attendais pas à des chiffres comme ça. 20% qui sont passés à une activité à temps complet, c'est quand même énorme. Ça en fait 1 sur 5. Donc, j'imagine que bah, il y a des objectifs et certains résultats aussi. Parce que sinon, je pense qu'ils auraient abandonné. Oui. Donc, bon, après, je pense que donc, quand on est un auteur auto-édité, c'est important de savoir qu'on n'est pas qu'un auteur. On est un auteur, mais on est aussi un éditeur. Donc il y a tout un travail à faire pendant, évidemment, en fait, l'écriture, tout le travail qui concerne l'auteur. Mais par contre, une fois que le livre est publié, je dirais que le travail est loin d'être fini. Il faut promouvoir le livre. Et donc ça prend du temps aussi. C'est vrai, on a peut-être tendance à l'oublier parfois. Mm. C'est sûr. Ouais, ça prend énormément de temps. En fait, la promotion est très énergivore et très chronophage. Ouais. Et la promotion, elle s'étale en général, je ne sais pas si on peut faire une moyenne, mais sur combien de temps? Le lancement? Ou tout le Alors, temps? je pense que c'est tout le temps, mais surtout quand on lance un livre, et je dirais même avant même de le sortir. C'est Alice Quinn en fait qui disait que on ne peut pas se permettre de sortir un livre comme ça et du jour au lendemain attendre qu'il se vende. Il faut en parler avant. Il faut même en parler à la limite pendant qu'on l'écrit pour que les gens commencent déjà à s'intéresser à ce qu'on fait. Oui, c'est vrai que je l'entends de plus en plus, c'est important, c'est vrai. Ok. Donc une petite anecdote tirée aussi de ton livre, c'est qu'une enquête de 2008 dit que seulement 150 auteurs en France vivraient de leur plume. Bon, c'est un chiffre qui est peut-être pas vraiment exact, mais ça tourne là autour. Et dans l'édition traditionnelle, seulement 30% des auteurs peuvent être satisfaits que leur publication leur apporte 10% de leurs revenus. Donc ça fait pas très encourageant quand on entend ça. Non. En fait, c'est clair. Aujourd'hui, il y a 98% des auteurs en France qui sont publiés donc, dans les maisons d'édition qui ne vivent pas de ce travail-là. Ils sont obligés d'avoir un autre travail à côté, un autre métier. Certains sont journalistes, certains ont un autre travail qui n'a rien à voir. Mais c'est clair qu'avant de pouvoir vivre de ces revenus, quand on touche que 8% avec les maisons d'édition, c'est en général 8% de droits d'auteur, c'est pas énorme. Donc il faut vraiment en vendre avant d'arriver à avoir un vrai salaire. J'ai calculé, il faut à peu près, sur des livres qui se vendent à 15 euros, il faut en vendre 17 000 pour avoir un salaire à 2 000 euros, par exemple, si on tape sur 2 000. Donc 17 000 exemplaires, on parle vraiment de... Enfin voilà, c'est un vrai succès. Aujourd'hui, un premier roman se vend en moyenne à 700 exemplaires. C'est cool à 700 exemplaires en moyenne. Donc il y en a qui sont publiés et qui vont être écoulés à 100, 150 exemplaires. Je pense que c'est très dur pour un auteur, ça. C'est très très dur. Oui, c'est vrai qu'avec son... Parce que ça représente quand même des semaines, enfin des mois de travail. On trouve quand même un professionnel qui croit en nous, en fait, finalement. Et quand le livre est sorti, bah, si ça ne marche pas, il ne va pas rester très longtemps non plus. Il va rester sur les étalages des libraires pendant peut-être 3 semaines, un mois, et après, c'est fini, quoi. Donc en auto-édition, on change un petit peu la donne, moi je trouve. Parce que quand on publie quelque chose, on garde les droits et on peut le promouvoir vraiment dans la durée. Un livre qu'on a sorti il y a 5 ans en arrière, il se vend encore. C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'avec l'édition traditionnelle, pour revenir un petit peu là-dessus, finalement, pour en vivre on fait vivre un peu tous les acteurs de la chaîne du livre, et parce que c'est celui qui écrit finalement qui a pratiquement le moins. On devrait passer comme Balzac, je ne sais pas combien d'heures par jour, 18 heures par jour pour écrire, quoi. Non, mais c'est sûr. Exactement, ouais, tout à fait. Ça empêche un peu ça, quoi.
Oui, oui, c'est un peu avec 8%, c'est sûr qu'il reste 10 miettes en fait pour celui qui Voilà. a fait finalement tout le travail. Donc Mhm. c'est un petit peu choquant, quoi. Mm. Celui qui vend le livre se prend entre 30 et 40%, un auteur 8%. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir dans ce système-là. Donc après, enfin Oui. voilà, Oui. je ne vais pas trop m'étaler sur ces problèmes-là, mais voilà. Ok, donc justement, tu t'interroges aussi, tu leur as demandé pourquoi ils ont choisi de se tourner vers l'auto-édition, donc ça rentre un peu dans la question. Et Mhm. donc, je crois que c'est mon graphique d'après. Voilà. Donc en fait, en gros, un quart s'est tourné vers l'auto-édition par dépit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé d'éditeur. Ouais, Et tout à fait, ouais. les trois Ouais. quarts pour la liberté d'action. Donc je pense que c'est intéressant ces chiffres. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Mhm. plus? Alors sur ceux qui n'ont pas réussi à trouver un éditeur, donc effectivement on a 26%, ça représente un quart. Euh, bah, je dirais que c'est pas forcément dramatique parce que en auto-édition ils vont pouvoir trouver leur propre lectorat. Même si ça prend un peu plus de temps, au final ça finit toujours par apporter à condition de travailler sérieusement. Donc si on pense à des écrivains comme, je crois qu'il y avait Proust, il y avait Céline, il y avait Julien Gracq, J. Caroline aussi, avant d'être édité, elle a été refusée 12 fois. Mhm. Je crois que Werber, pour les fourmis, il a été refusé pendant 6 ans. Donc en fait, les maisons d'édition, elles sélectionnent, mais c'est une sélection qui a quand même des failles. Donc c'est pas, enfin voilà, c'est pas parce qu'on est refusé qu'on est mauvais en tout cas. Et dans la tête des gens, quand on est auto-édité, c'est souvent associé à écrivain un petit peu loser, parce que soi-disant on aurait été refusé par des maisons d'édition. Et là, on voit qu'en réalité, il y en a 25% qui n'ont pas réussi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, en plus. Et les autres, je veux dire, en fait, il y en a, c'est vraiment un vrai choix. C'est Mhm. un vrai choix parce que c'est une liberté absolument complète. C'est une aventure incroyable. Oui, tout à fait. Et tu leur as demandé aussi si ce qu'ils feraient si un éditeur s'intéressait à eux. Et donc le résultat, Oui, c'est que 95% seraient intéressés d'être édités, mais il faut que l'éditeur soit sérieux. voilà, tout à fait, ouais, oui, oui, oui. Oui, parce que il y en a une certaine partie, je crois que il y a 9, si je me souviens bien, il y a 9 auteurs sur les 130 qui ont été vraiment découragés par leurs expériences. Mhm. Ils ont déjà été publiés avant et ça s'est pas très bien passé avec les éditeurs et donc il y en a quelques-uns qui veulent même plus en entendre parler. On a 5% de ces auteurs qui font de l'anti-édition. C'est pas de l'auto-édition, ça va même un peu plus loin, c'est qu'ils sont absolument contre euh, les professionnels qui vont. Enfin, voilà. C'est un choix presque enfin, assumé et vraiment, c'est un vrai choix, quoi. D'accord. Oui, mais c'est. Excuse-moi, j'étais en train de regarder un truc de la question. Euh, ok, donc après, une autre. Bon, là, c'est un graphique qui paraît un peu qui fait peur parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, vous avez à gauche, c'est la même chose, sauf que c'est visuel, et à droite, c'est avec les chiffres. C'est voilà, pour vous donner une idée, comme vous préférez, vous prenez le genre que vous voulez. Donc justement, une petite étude aussi sur ces genres littéraires. On ne va pas tous les passer en revue, mais ce qui arrive en tête des œuvres de fiction, c'est donc 44%, si je ne me trompe pas, oui, de romans et littérature contemporaine. Donc c'est un très gros pourcentage. Et par exemple, presque autant de science-fiction, fantasy, terreur. Il y a pas mal aussi de livres policiers suspense, le quart. Donc voilà un petit peu des chiffres qui donnent ce qui se fait en genre dans Oui, je pense que l'auto-édition. effectivement, ce qui ressort en priorité, c'est tout ce qui est fiction. Mais en auto-édition, on peut vraiment tout faire. Dès qu'on a une compétence, un savoir un petit peu approfondi, on peut en faire un livre et le mettre en vente. Donc ça, c'est vraiment génial. Il y a vraiment tous les, enfin voilà, l'informatique, le développement Mhm, personnel, la santé, ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, dès le moment où c'est vraiment quelque chose à partager, bon ben voilà, on mhm, peut. mhm. Donc on fonce, on y va. Tout à fait. Et je trouve qu'il y a une chose très intéressante à faire remarquer, c'est que le format numérique se prête très bien à deux genres, c'est-à-dire la nouvelle Mm. et la série.
Parce que Oui, tout à fait, ouais. Ouais. voilà, la lecture numérique est bon, elle peut être critiquée par certains, avec raison, mais certains qui auraient de la peine à lire seraient justement auraient des facilités en fait avec le numérique parce que déjà ce sont des tarifs attrayants. Les textes en Mm. général sont plus rapides à lire, enfin donc la nouvelle et la série, hein, et donc plus rapides à lire qu'un gros pavé. Il faut penser aussi à tous les gens qui sont dans les transports en commun. C'est souvent de 15 à 45 minutes et du coup, ils en Ouais, profitent pour reprendre leur petit smartphone, leur petite liseuse. Voilà, ils lisent leurs séries, etc. C'est quelque chose de vraiment sympa qui peut être coupé dans la lecture sans problème. Donc voilà, je voulais juste faire remarquer ça pour ces deux genres qui se prêtent bien. oui, 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 c'est vrai. Ouais. Par contre, j'ai pu observer depuis que le livre est sorti par exemple, pour les nouvelles, euh, donc on les met en vente à 0,99, ça ne se vend pas. C'est-à-dire D'accord. que il y a tellement de livres qui ont été publiés depuis, on va dire, depuis 2 ans. Là, c'est en train quand même d'exploser, hein. Et tout le monde cherche à être un peu visible, donc attractif, donc à 0,99. Et finalement, bah, quand on voit des romans qui font quand même 400 pages à 0,99, et puis à côté une simple nouvelle qui va faire 15 pages au même tarif, Mm. les gens vont pas forcément acheter un petit récit. Sauf quand vraiment ils aiment l'auteur et tout ça, mais c'est pas forcément génial de les publier, en tout cas une par une. Ce que j'ai fait, en tout cas jusqu'à présent. Moi, j'en ai 5 qui sont publiés et l'objectif, c'est d'en faire un recueil après, parce que je pense que, enfin voilà, c'est plus facile. Ou alors, une des solutions, c'est peut-être de mettre les nouvelles en exclusivité sur le Amazon KDP Select, où là, les gens qui sont abonnés vont pas se poser en fait, de questions. Ils vont pas forcément Mhm. regarder le nombre de pages. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Mais publier, comme je l'ai fait, une nouvelle un peu partout à 0,99, franchement, moi, j'en vends pas beaucoup. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. quelque chose. J'en Mm. vends à mes anciens lecteurs, enfin voilà, ceux qui étaient là depuis le tout début et qui s'intéressent à ça, mais j'ai pas de nouveaux lecteurs avec ça. D'accord. Non, c'est vrai que oui, c'est ce que tu dis, c'est vrai, ça paraît du coup, il y a peu de pages. Ce que je vois souvent, c'est que dans une série ou un pulp, enfin tout ça, c'est que le premier est gratuit et qu'après, bon, bah, on a envie de lire Oui, la aussi, suite et oui, du oui. coup, on fait un petit prix ou 3 euros Voilà, tout maximum à pour le fait, trouver. ouais, 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 ouais. Voilà. Ça, Pour c'est une bien. série, c'est pas pareil. Là, on Mhm. rentre dans quelque chose, Oui, enfin voilà, on rentre dans le feuilleton, donc ça peut être attractif. On a le premier qui est gratuit. Si ça oui. nous plaît, effectivement, 0,99 pour l'épisode suivant, c'est rien, quoi. Mhm. Donc C'est vrai. après, je pense que le gros problème, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, donc on tire les tarifs vers le bas, ce qui n'est pas forcément bien parce qu'on brade notre travail. C'est un vrai travail. Et je pense que c'est pas forcément. Enfin, si on arrivait à vivre effectivement de ce travail-là, ce serait génial. Et voilà, pour en vivre, il ne faut pas non plus trop brader. Alors, je sais bien que je suis le premier à le faire. Quand je sors un livre, pendant quelques temps, je le mets à 0,99. Mais Mm. j'essaye de ne pas le laisser à 0,99 pendant longtemps parce que j'ai pratiqué, par exemple, sur mon premier roman, quand je l'ai sorti, ça c'était en 2012, donc au format numérique, je l'avais mis sur KDP Select, donc j'avais droit à quelques jours, je crois que c'est 3 ou 5 journées gratuites, enfin 3 ou 5 journées où le livre peut être gratuit sur Amazon, et je l'ai mis gratuit. Il a été téléchargé un certain nombre de fois, plusieurs centaines, je crois que j'ai eu 300 à 400 téléchargements gratuits, et en réalité ça m'a rien rapporté. Parce Mhm. que les gens, ils l'ont pris parce qu'il était gratuit, mais je ne sais même pas s'ils l'ont lu, ils n'ont pas commenté derrière, ou très très peu. J'ai eu très très peu de retours et finalement, c'est pas une bonne stratégie. Je pense pas. Euh, Après, bon, c'est peut-être qu'il y en a d'autres qui ne diront pas ça, mais je ne prêche pas pour le gratuit en tout cas. Oui, la stratégie du gratuit, j'entends un peu de tout, c'est un gros débat, donc on, Ouais, ouais. à tester, je pense. Ouais, tout à fait. Donc, un dernier graphique, c'est donc par rapport aux personnes si elles ont recours à quelqu'un d'autre pour trouver un titre à votre ouvrage. Donc, j'ai trouvé cette question assez amusante, originale, et je remarque Mhm. que très très peu demandent conseil aux autres en fait. Il n'y en a que 4% qui disent que oui, toujours, je demande à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, j'ai également des petits chiffres aussi pour savoir s'ils ont recours au lecteur avant publication. Ça, je trouve que c'est intéressant aussi.
Et donc, on a 65%. Je pense qu'il y a une petite précision à faire Oui, peut-être sur l'auto-publication et l'auto-édition. Je oui. pense qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Quand on s'auto-publie, on a écrit pour soi, je pense. Et on ne s'est pas forcément soucié de si ce qu'on a écrit peut être intéressant pour les autres. En auto-édition, le lecteur, on en tient compte, je dirais presque dès le départ. On écrit pour être lu. Et donc là, on est dans une autre stratégie, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, n'importe qui peut publier n'importe quoi sur Internet, Mhm. avec des fautes, des mises en page horribles, des couvertures abominables, des titres qui veulent rien dire, des résumés qui sont absolument pas accrocheurs. Bon, ok. Mais par contre, si on veut être lu, bah, forcément, ça va pas marcher. Donc, on ne peut pas avoir toutes les qualités. On peut aimer raconter, par exemple, des histoires, et peut-être qu'en orthographe, on n'est pas très bon. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant de travailler avec des gens qui vont relire, qui vont Mhm. donner un avis déjà sur le texte, qui vont avoir un regard un peu extérieur qu'on n'a pas, et travailler avec des gens qui vont être capables de corriger ces fautes-là. Et pour un titre, pour revenir à la question donc précédente là, concernant Mhm. le choix du titre, c'est vrai qu'on n'est pas forcément le mieux placé pour avoir un bon titre. C'est vrai que le titre et le livre sont intimement liés forcément, mais un titre, c'est ce qu'on voit en tout premier finalement sur un livre. Mhm. Sur les étalages, on voit les couvertures et les titres. C'est seulement si on est intéressé par la couverture et les titres qu'on va prendre le livre et le retourner. C'est seulement après qu'on va lire le résumé. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que c'est important que les auto-édités travaillent éventuellement avec des graphistes sur les couvertures et, euh, et éventuellement se fassent aider pour le titre. Mhm. Oui, le titre, la couverture, pour moi, c'est carrément primordial même, hein. C'est ça qui fait justement qu'on va s'intéresser au livre ou pas, à tort ou à raison. Exactement, ouais. Tout à fait, Ouais, tout à fait, ouais. extrêmement important. Ouais. Et, et donc, ce que tu disais sur l'auto-édition, bah, en fait, c'est le côté pro, alors qu'auto-publication, ça fait amateur, quoi. Je vois ça Bah, comme ça. finalement, oui, parce qu'en autopublication, moi j'ai eu dans le sondage, j'ai eu 4% de personnes qui se moquaient complètement du formatage et qui disaient que pour elles, c'était pas très important. Donc, publier des e-books avec par exemple des caractères comme des points d'interrogation qui arrivent en début de ligne quand on règle la taille des caractères sur les, sur les Liseuse. smartphones et tout Mhm. ça, voilà, sur liseuse, c'est bon. Pour eux, c'était pas gênant. En auto-édition, non, c'est un peu moyen quand même. Donc on est obligé de faire un travail professionnel, au minimum, en fait d'ailleurs, parce que on est tellement mal vu qu'on est obligé de faire au moins aussi bien que les autres. C'est exact, c'est vrai ce que tu dis. Ok, donc excuse-moi, je me suis perdue. Alors, donc, dernier petit mot sur comme tu as abordé les relecteurs, il y en a heureusement 65% qui ont recours systématiquement à au moins un lecteur, donc c'est ce que tu disais, c'est vraiment très important. Ouais. Et 11% qui n'y ont jamais recours, donc qui n'ont pas encore compris que c'était extrêmement important, quoi. Une Oui, je petite, pense que c'est essentiel. Ouais. Ouais. voilà. Et une petite remarque amusante, c'est de voir que, en fait, 0% dépensent systématiquement pour ce service et parce qu'il y en a beaucoup qui profitent de façon bénévole de ce service. Voilà, donc une petite partie aussi par échange de services. Donc c'est assez amusant et on voit que finalement peu dépensent effectivement en argent pour Ouais, ce tout à fait. service. Ouais. Entre les auteurs, effectivement, on peut mettre en place des échanges de Voilà. services. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis 2012, où effectivement, bah, on se relit nos textes, on se donne nos avis, on se corrige. Enfin voilà. Et il y en a qui proposent de faire les couvertures des autres. Donc ça, c'est très intéressant, quoi. Je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble plutôt que de travailler les uns contre les autres. Tout à fait, c'est vrai, je suis d'accord. Euh, alors maintenant, la question qui tue, c'est sur les, sur les revenus mensuels. Ah Euh, oui.
Donc en fait, si j'ai bien compris, à cette question précisément, 107 ont accepté de répondre. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà. Et donc en fait, il faut savoir que les trois quarts, bon, ça va vous faire peur, mais bon, les trois quarts gagnent moins de 100 euros par mois, un tiers gagne moins de 15 euros par mois, et il y en a quatre qui gagnent plus de 2000 euros par mois. Donc toujours grâce aux Voilà, ouais. cotisations, hein, pas le travail à côté. Et Oui, parmi ces quatre, il y en a trois quand même qui gagnent plus de 5000. Donc oui. voilà, est-ce que tu es d'accord si je dis que ces auteurs doivent avoir écrit des best-sellers pour avoir un tel revenu? Euh, oui, effectivement, ouais, parce que alors j'ai peut-être pas les chiffres sous les yeux. Je Oui. sais qu'il y en a un certain nombre qui ont écoulé plus de 10 000 exemplaires d'un ouvrage. Ouh. Je crois que c'est 3% de mémoire à vérifier dans le livre. Mhm. Je crois que c'est ça. Oui, ça doit être ça. Donc 10 000 exemplaires, c'est vraiment énorme, ouais, c'est clair. Ouais. Euh, Après, bon, effectivement, donc les résultats sont pas forcément encourageants, mais en tout cas, c'est bien de voir que finalement c'est possible. Moi, quand j'ai sorti mon Mhm. premier roman, je m'étais fixé une barrière mentale qui était à 700 exemplaires. Alors, bon, j'étais un peu plus ambitieux, mais pas vraiment trop. Donc, je l'ai calé à 1000 et je me suis dit, ben voilà, je vais en vendre 1000 et je pense que ce sera déjà très bien. Et donc aujourd'hui, j'ai réussi à en vendre 2000, mais c'est clair que quand on sait qu'effectivement, il y a des auteurs qui sont capables d'en vendre plus de 10 000, je pense que la barrière, on peut la mettre beaucoup plus haut. Et ça, c'est important, ça. Mhm. Tout à fait. J'ai encore des derniers chiffres à ce sujet justement que j'ai relevés. Le calcul, si on se dit qu'on veut avoir 2000 euros par mois, eh bien, il suffit de vendre 7000 e-books par an. Si Mm, on les met à 5 euros hors taxe, donc c'est bien mm. moins cher que le livre papier et c'est suffisant. Et si vous sortez vos calculettes, je vous le dis déjà, il suffit de vendre environ 20 e-books par jour et vous avez votre objectif Voilà, atteint. Voilà. exactement, ouais, ouais. Donc 20 e-books par jour. Sur un ouvrage, ça peut paraître beaucoup, mais par contre, en auto-édition, ce qui est intéressant, c'est que ben, les livres qui sont publiés sont toujours là, ils sont Mhm. toujours à nous, ils existent encore. Donc au fur et à mesure que vous allez en réécrire, bah, tout ça, ça va se cumuler. Et si à un moment donné, il y en a un qui sort du lot, c'est clair qu'il va tirer tous les autres avec lui. C'est ce qui s'est passé par exemple avec un auteur qui s'appelle Aloysius Chagosso, là j'ai un trou, je revois sa couverture Ouais. avec une pièce montée, si tu peux m'aider, Oui, bref, je sais je plus. regarde très vite. Voilà. Mais lui, il avait publié plus de 10 romans, je crois. Moi, j'ai eu l'occasion d'en lire un qui s'appelait Bienvenue sur Terre. Et franchement, il a une écriture géniale, il est excellent. Et il n'avait pas trop de succès finalement. Et c'est grâce à ce livre qui est rentré dans le top 100 que finalement bah, ces autres bouquins ont été un peu plus visibles. Donc c'est bien ça, ça montre que finalement je pense qu'il ne faut pas se décourager. Oui, Il tout faut à fait. continuer et à un moment donné, voilà, je pense que ça finit par payer. Oui, tout à fait. Pour te répondre, son titre, c'est Fallait pas l'inviter, avec un point d'exclamation. Voilà, si Voilà, merci, ça ouais, semble ouais, tout être à fait. Ouais, une comédie. c'est ça, merci. Ouais. Ouais. Ok, voilà. Donc, ben, je crois qu'on est arrivé au moment des questions-réponses que je vois déjà défiler. Donc, Charlie, je vais te lire les questions des participants. Oui, Alors, attends, c'est tout petit. Alors, je sais pas qui c'est qui m'écrit ça. Euh, c'est, si je me trompe pas, c'est Fred Godefroy. Alors, salut Charlie, merci pour ces passionnants chiffres et ce retour de qualité sur l'auto-édition. Penses-tu qu'un jour les auteurs auto-édités disposeront du statut d'écrivain avec les avantages inhérents à ce statut, comme on peut l'avoir dans l'édition traditionnelle? Les... Voilà, moi je te laisse déjà peut-être alors répondre. je dirais que bah, c'est quelque chose que j'espère. Bon Fred, bonjour déjà. Euh, je pense que au bout d'un certain temps, oui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, déjà, on a franchi un cap. Avant, l'auto-édition, on n'en parlait absolument pas dans les médias. Là, depuis, on va dire, depuis la rentrée, on a eu quelques articles. Alors, on n'en a pas eu beaucoup, mais on a eu quelques plateaux télé, grâce à Émilie Antoine, qui a eu le premier prix Mhm. Amazon de l'auto-édition. Euh,
Donc on a commencé à parler, il y a eu un article dans Le Monde, il y a eu la rentrée des Indés qui a été organisée par Ibibook en partenariat avec Babelio, Actualité, je ne sais plus. Donc bon voilà, on commence à en parler. Donc ça déjà c'est énorme parce que avant c'était complètement tabou et c'était presque un mépris en fait. C'est-à-dire que les auto-édités, enfin voilà, ils méritaient même pas qu'on en parle. Ce qui est vraiment choquant parce que quand on voit des succès comme ceux de Alice Queen, Aurélie Valogne, Jean-Philippe Touzeau par exemple, pour ne citer que, hein, il y en a plein comme ça, hein. Il y a eu Agnès Martin-Lugan, on en a parlé un tout petit peu parce que c'est la première à avoir été récupérée entre guillemets par un éditeur. Elle avait vendu 7000 exemplaires toute seule de son premier roman en 3 semaines. Wow. Les éditeurs ils se sont dit oh là, il y a un truc un petit peu anormal là. Ils l'ont téléchargé, ils l'ont lu, enfin voilà, ils l'ont proposé un petit contrat derrière là, sur le 4e roman. Donc voilà, on a parlé d'elle parce que c'était le phénomène, mais on n'en a parlé finalement que très peu. Et depuis, tous ces auteurs qui cartonnent quand même sur Amazon, on ne les voit pas dans les médias. Et moi, franchement, ça me choque. Parce que ce sont des succès qui sont supérieurs à ceux des maisons d'édition et ils n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. Donc, je pense qu'on a franchi un cap parce que là, effectivement, on commence à en parler, mais vraiment tout doucement. C'est déjà une première porte ouverte et je pense qu'il faut persévérer. Et à un moment donné, je pense que les lecteurs vont faire aussi de la pub pour ça parce que c'est quand même eux qui font le succès des auto-édités. Et à un moment donné, je pense qu'effectivement, on aura peut-être droit à un vrai statut et on sera peut-être considéré un peu mieux, quoi. Ok, merci Charlie. Je continue avec Fred Godefroy qui fait une remarque pertinente en fait sur un avantage quand même, entre autres, hein, qui aurait je vais y arriver, l'édition traditionnelle. Alors je te lis. Les auteurs auto-édités dépensent en temps et en argent beaucoup en marketing, ce qui impacte obligatoirement les 70% de commission de vente et ce qui au final n'est pas très loin des 7 à 10% de droits d'auteur dans l'édition, sans compter que les droits d'auteur apportent des avantages qu'on n'a pas en auto-édition. Est-ce que tu veux faire une remarque là-dessus? Oui. Alors effectivement, si on veut faire un travail de qualité, il y a des échanges de services, mais il y a aussi donc des professionnels. On a un certain nombre d'auteurs qui font appel à des coachs, à des conseillers littéraires, donc ça se paye. Agnès Martin-Lugan avait fait appel à Laurent Bottoni à l'époque. Donc elle avait pris le risque, entre guillemets, de payer un professionnel pour revoir son livre. Donc, et quelque part, je trouve que le fait de dépenser de l'argent, de mettre la main au porte-monnaie pour ses écrits, ça montre un petit peu la confiance qu'on a un petit peu dans ce qu'on fait. Si on n'est pas capable de sortir un minimum d'argent, c'est qu'on n'y croit pas. Si on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Mmh. Ok. Toujours Fred demande quel % de ton temps passes-tu en marketing par rapport à l'écriture? C'est dur à évaluer. Je ne suis pas très bon en marketing, donc j'y passe beaucoup de temps et pas forcément correctement. Je pense qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi. Moi, je suis présent sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter. C'est les principaux réseaux. J'en ai essayé d'autres, mais c'est moyen. Je me suis mis sur Pinterest il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est intéressant, effectivement. Mais ça prend vite du temps. Rien que pour tweeter de temps en temps un petit mot, etc., sur l'avancement, sur ce qu'on publie, etc., il faut y être et ça prend, enfin voilà, on y passe vite du temps. Combien après, je sais pas, je ne saurais pas dire, mais trop de temps en tout cas. C'est sûr qu'on aimerait bien le passer à écrire plutôt qu'à faire la promotion. Oui, exactement, ouais. Ouais, tout à fait. C'est l'inconvénient peut-être de l'auto-éditer. Ok. J'ai ici ensuite Alice Queen. Coucou Alice, qui dit bonjour Charlie Marjorie et bravo pour cet entretien passionnant et de qualité. Merci Alice. Alors elle dit je voudrais signaler ici et vous en informer car je viens de l'apprendre. Le syndicat SNAC invite et accueillerait à bras ouverts les auteurs auto-édités. Ce pourrait être le début d'une reconnaissance, d'autant plus que grâce à ce syndicat, nous pourrions demander à ce que l'AGESA
puisse être accessible aux auteurs auto-édités. Ah oui, car Ah l'AGSA oui, permet aux auteurs de cotiser à une caisse, ce qui est important. Qu'en penses-tu? oui, ça effectivement, ce serait super, ouais. Carrément, ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne cotise pas en fait avec l'AGSA. Ils ne prennent rien. D'accord. Donc, ils refusent les indépendants. Donc, c'est un peu moyen. Donc, oui, je pense que, enfin, je pense que de manière générale, dès qu'il y a possibilité de faire entrer des sous dans les caisses, c'est intéressant. Donc, les indépendants, il y en a énormément. On se rend compte qu'il y en a qui commencent à avoir de sérieux revenus. Donc, forcément, il y a des lois qui vont sortir avec des statuts et enfin voilà pour prendre de ce qu'il y a à prendre. Ok, d'accord, merci pour ta réponse. Fred Godefroy dit: Bien d'accord sur tes réponses, Charlie. Merci beaucoup pour cette interview. Je vais acheter ton livre. Un deuxième point que je voudrais aborder. Non, pardon, excuse-moi, c'est quelqu'un d'autre. Merci, Fred, désolé. C'était C'est mélangé. gentil, Fred, merci. Ensuite, j'ai Alice Queen de nouveau qui dit: Un deuxième point que je voudrais aborder pour répondre à Fred. Actuellement, les éditeurs traditionnels demandent aux auteurs de faire leur promo sur les réseaux sociaux de toute façon. Oui, c'est vrai. Tu confirmes, Charlie? Oui, c'est vrai, ouais. Mhm. Ouais, exactement, ouais. Donc finalement, on n'est pas forcément mieux avec un éditeur parce que euh, enfin, pour un premier roman, en tout cas, quand ils savent que ça se vend en moyenne à 700 exemplaires, c'est clair qu'ils vont pas mettre le paquet pour un premier roman. Mhm. Ils vont préférer mettre la promotion sur un auteur qui se vend déjà. Euh, donc finalement, c'est pas en étant édité, je parle pour les premiers romans hein, en tout cas, mais c'est pas forcément comme ça qu'on aura de la visibilité. On se retrouve à faire le travail des indés, donc à savoir la promotion sur les réseaux. Ben, voilà, donc, si l'éditeur fait pas ce travail-là, c'est pas forcément très intéressant pour enfin, c'est pas forcément bien là, ce que je dis, mais je pense que voilà, il y a des éditeurs sérieux, d'autres moins sérieux, et il faut bien se renseigner avant. Moi, j'ai été contacté par plusieurs éditeurs. Il y en a deux dont je me suis vraiment méfié et j'ai bien fait. Aujourd'hui, il n'existe plus. Il y en a un qui était sérieux, qui était un peu long à mettre en place, donc la rentrée de mon livre dans une collection. Donc finalement, je me suis lancé tout seul. Mais il faut bien se renseigner. Voilà, il y a des bons et des mauvais. Et en tout cas, un éditeur qui va demander de l'argent à l'auteur pour le publier, il faut s'en méfier, c'est pas normal. Oui. Je pense que quand on est éditeur, on est quand même passionné par ça. C'est un vrai job, super intéressant, et enfin voilà, il faut mettre la main à la pâte. Ça sert à ça, quoi, un éditeur. Tout à fait, je confirme. Moi, je suis éditée et c'est un éditeur qui est spécialisé, on va dire, sur Internet, mais qui fait aussi du papier. Et ils m'ont demandé, enfin, ils nous ont demandé de toute façon de faire notre promo en plus d'eux, quoi. Donc, ceux qui sont, on va dire, adaptés au nouveau marché numérique le savent. Et je pense que certains Mm. éditeurs traditionnels, s'ils empêchent vraiment l'auteur de le faire, c'est qu'ils n'ont peut-être pas encore compris que, ben voilà, c'était nécessaire et c'était pas un mal pour eux, au contraire, quoi. Oui, Voilà oui, ce que ouais, j'en c'est clair. pense. Ouais. Mm. Ok, Tout à fait, ouais. j'ai encore Alice Quinn qui me dit, attends, excuse-moi parce que c'est tout petit. Voilà. Donc, il y a eu le cas de cet auteur la semaine dernière chez Gallimard, concourable au Renaudot, qui a publié une petite annonce dans Libération demandant désespérément à un journaliste d'écrire une critique sur son roman. Donc Oui, c'est voilà, vrai, oui. une anecdote. Ouais. Ouais. C'est, je l'ai vu sur les réseaux, ça. C'est très surprenant hein, quand même, hein, Oui, effectivement. c'est Donc vrai. on a beau être dans une maison d'édition très prestigieuse, ben voilà, c'est pas pour ça que les journalistes vont s'intéresser aux livres publiés. C'est c'est dur aujourd'hui, hein, effectivement. Mhm. Je pense que les maisons d'édition ont du mal à vendre. Le livre papier est en baisse, les gens ne lisent pas forcément énormément. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est que le format numérique, ils font tout pour freiner je dirais, tout ce qui est lecture numérique. Enfin, c'est pas très mis en avant. Quand on voit par exemple des e-books qui sont commercialisés à 15 € au même prix qu'un Ouais. un livre normal,
enfin voilà, moi ça me choque, quoi. C'est pas du tout le tout à domaine fait. de travail. Il y a moins en fait, de gens qui interviennent là sur le prix, donc c'est pas bien normal, quoi. Et le format numérique, c'est vraiment intéressant parce que il y a des gens qui ne lisaient pas de livres papier qui viennent finalement à la lecture grâce au format numérique. Et ça, c'est vraiment important. Oui. Euh, donc, en fait, je dirais, c'est pas concurrent, c'est plus complémentaire. Voilà, c'est deux supports complémentaires. Oui, je suis d'accord, Charlie, tout à fait. J'ai une remarque de Fred Godefroy qui dit quelque chose de vrai, donc auquel on pense pas forcément. Donc il dit la différence donc entre auto-édité et traditionnel, c'est les salons, les médias, les conférences, les signatures dans les librairies, toutes choses qui sont très dures en fait pour un auteur auto-édité, sauf s'il est doué. Oui, oui, exactement, ouais. Ça, c'est entièrement vrai, ouais, tout à fait. Ouais. C'est très dur, effectivement, d'avoir une séance de dédicace avec un libraire. Euh, Moi, j'avais essayé, je ne suis pas allé au bout de la démarche. J'avais pris mon roman dans le sac, je suis entré dans une librairie et j'aurais simplement demandé s'ils avaient l'habitude de vendre des livres auto-édités. On m'a ri au nez, donc du coup, j'ai laissé le livre dans le sac et je suis pas allé plus loin. Donc voilà, c'est pas encore regagné, hein, voilà, il faut un petit peu remis, ouais. Donc je pense qu'il y en a qui s'en sortent avec ça, mais même des libraires indépendants sont pas très open, hein. D'accord, bah, c'est bon à savoir. Je pense que ça changera à l'avenir, mais c'est Mais je pense que ça va évoluer, ouais, tout à oui, fait. D'autant oui, plus qu'ils ont tout à gagner, et ça, il faut vraiment qu'ils en prennent conscience. Ils sont à râler parce que Amazon grignote des parts de marché, et au final, ils ne se rendent pas compte que rien qu'autour d'eux, finalement, dans leur quartier, il y a peut-être quelque chose à faire avec des auteurs qui ont quelque chose à partager, vraiment. mm, Donc là, il y a un vrai business à mettre en place. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour eux aussi. tout à fait. Oui, je pense que ça viendra à l'avenir. Ouais, je pense Ça que ça viendra. viendra aussi, ouais. Ouais, tout Ouais. à fait, ouais. Mm. Ok. Eh bien, écoute, Charlie, je n'ai plus de questions. Si vous êtes en train d'écrire, ben, j'attends encore quelques secondes, voir si ça apparaît. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé, d'être venus. Vous avez eu des super questions. Charlie, bah voilà. Fred, Moi, c'est je te pareil. remercie. Un grand merci à tout le monde. Oui, merci. J'espère que j'aurai été clair. Je ne suis pas forcément très à l'aise à l'oral, donc bon voilà, mais bon, ça s'est passé. Oui, je j'ai pas remarqué, franchement, moi non plus d'ailleurs, mais non, j'ai pas remarqué que tu étais pas à l'aise, donc Bon, c'est super. Non. bon bah, tant mieux alors. Eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous, à Charlie, à vous tous, une très bonne soirée, un excellent Merci week-end. beaucoup Et et puis, bonne ben, soirée, bon week-end à tout le monde alors. j'ai un petit mot de Marjorie Moulineuve qui dit merci Charlie, tout à fait d'accord avec vous et je suis persuadée que les auto-édités ont tout à inventer. Voilà, Ouais, merci tout à fait, Marjorie, ouais. tout à fait. Et Mm. ben, une excellente soirée à tout le monde, un grand merci et puis à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.